Merci à tous les deux. Actide, on est dans le tri des déchets. C'est ça. Important parce que, on en parlera, vous avez quand même une approche RSE peut-être plus avancée que d'autres. Mais on va démarrer avec vous, Margot, parce que vous avez publié une étude, donc étude Deloitte en partenariat avec la NDRH et l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, l'ORS, étude dont l'objectif était d'évaluer la maturité des fonctions RH sur ce sujet. En gros, est-ce qu'elles sont prêtes à répondre aux exigences de la CSRD ? Sachant que sur les 12 normes de la directive, on en a 4 qui concernent les aspects sociaux. D'accord ? La première sur les effectifs de l'entreprise. Et qu'est-ce qui vous a amené d'abord à vouloir mesurer cette maturité ? Pourquoi vous vous êtes dit que ce serait peut-être quand même intéressant de se demander s'ils sont prêts ? Alors avant toute chose, le but, c'est pas de vous faire peur, mais plutôt de se dire que tout le monde avance en marchant et qu'on apprend tous de cette CSRD. Avant d'arriver chez Deloitte, je travaillais au sein de la Société Générale, à la direction des ressources humaines au niveau du siège. Et quand on a vu arriver ce texte de loi sur la table il y a 1 an, avant même que le texte soit validé au niveau de l'Union européenne, on a tous pris peur. Donc, même à la Société Générale. Voilà, donc même dans les grands groupes où pourtant on a des équipes dédiées sur ces sujets, ça a été un petit peu un vent de panique. L'idée, du coup, c'est de se dire que la CSRD, c'est un projet et qu'on va tous avancer ensemble, main dans la main. Pourquoi on a lancé cette étude ? C'est parce qu'en arrivant chez Deloitte, en discutant avec nos clients, qui sont principalement les directions des ressources humaines, mais aussi avec nos partenaires, donc l'ORS ou la NDRH, on s'est rendu compte que le sujet CSRD, auprès des DRH, était très peu appréhendé, ou en tout cas ça leur parlait peu, ou du moins ils le mettaient un petit peu de côté. On va le voir d'ailleurs, là je voudrais montrer une première slide. Voilà. On a quand même plus d'un tiers des entreprises qui ne savent même pas si elles y sont soumises ou pas. Exactement. Donc, au moment de l'étude qu'on a réalisée en fin d'année dernière, entre décembre 2023 et janvier 2024, sur un panel de répondants, donc tout secteur d'activité confondu, mais aussi toute taille d'entreprise confondue, on a effectivement près d'un tiers des entreprises qui ne savaient même pas si elles étaient soumises à la CSRD. Pourquoi ? Finalement, le point de départ pour nous, ça a été de regarder, comme tout projet de transformation, parce que pour nous, la CSRD, c'est un projet, quel était leur niveau de connaissance sur ce sujet CSRD. Et on se rend compte que seulement 24% des entreprises estiment avoir un niveau de compréhension et de connaissance de la CSRD suffisamment élevé. Donc c'est très peu. Et donc, nous, ça part du constat finalement du fait qu'il y a un manque de compétences, de connaissances de ce sujet. Et on en a parlé tout le long. Je pense qu'au-delà des enjeux qui sont propres à la CSRD, on est vraiment dans une ère de transition, de transformation, mais aussi de transition des compétences. On a un véritable turnover des compétences, et la CSRD en est l'exemple, l'illustration même pour moi, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a des RH qui ne sont pas forcément des juristes, on a des juristes qui ne sont pas forcément des experts du reporting, mais il va falloir travailler ensemble, il va falloir tous développer certaines compétences finalement pour arriver à appréhender cette norme qui est la CSRD. Et surtout qu'il ne faudrait pas rater cette opportunité pour les directions des ressources humaines de prendre la main en fait sur ce sujet. C'est un enjeu de gouvernance pour les DRH. Exactement, ce qu'on se rend compte, c'est que les DRH ne sont pas forcément suffisamment impliqués à tort, puisque finalement les attentes de la CSRD, ce sont des sujets, des thématiques RH qui sont déjà abordées par les DRH, puisque la plupart des informations qu'on va demander de reporter sont des informations qu'on a l'habitude de retrouver dans les bilans sociaux, dans la BDESE, dans le DURP. Donc finalement, ce sont nos sujets, ce sont les sujets des DRH, et qui, de mieux pour en parler ou pour reporter l'information sur ces enjeux RH, c'est la DRH. Donc pour nous, c'est essentiel que la DRH soit inclue dans ce projet de reporting. C'est pas elle qui va piloter l'ensemble de la CSRD, parce que la CSRD, il y a aussi beaucoup de choses sur l'environnement et la gouvernance, mais il y a vraiment tout cet aspect sur les enjeux RH qui doit être pris pour nous, à notre sens, en tout cas c'est notre conviction, par les directions des ressources humaines. Y compris si c'est compliqué, y compris s'il y a besoin de se former à tel ou tel concept. Pour n'en citer qu'un, la double matérialité. Il faut dire que c'est vrai que ça peut donner un petit peu chaud, rien que d'entendre parler de ça.
C'est quoi parce que c'est au cœur de cette CSRD, la double matérialité. Exactement, la double matérialité, donc c'est la clé de voûte du reporting, c'est-à-dire que les entreprises vont devoir venir évaluer quels sont les enjeux matériels pour ces activités. C'est-à-dire qu'elle ne va pas devoir reporter sur l'ensemble des indicateurs que requiert la norme, mais bien venir identifier ceux pour lesquels ils sont matériels, doublement matériels. C'est-à-dire qu'elle va à la fois devoir regarder quels sont les impacts de ces activités sur l'environnement et les populations et la société en général, mais également regarder quels sont les impacts de tous ces enjeux environnementaux et sociaux sur ces activités. Sur ses propres activités sur ses propres activités à elle. D'accord. Voilà. Donc c'est un concept qu'il faut appréhender, mais qui est assez intéressant finalement, puisqu'elle permet vraiment de venir regarder quels sont les risques et les opportunités. On va parler d'impact positif, mais aussi d'impact négatif. On ne va pas être obligé de reporter que sur ce que l'entreprise fait de mal, entre guillemets, ou qui sont des activités à risque, mais vraiment regarder, à la fois poser sur la table quels sont mes risques, quelles sont mes opportunités, quel est l'impact de mon entreprise sur l'environnement, et aussi quels sont les bénéfices pour mon entreprise. Anthony, vous êtes en plein dedans puisque votre entreprise Actid coche 2 des 3 critères. Donc, vous allez devoir répondre à ces nouvelles exigences dès l'an prochain. Alors, vous allez nous dire comment ça se passe chez Actid, mais peut-être juste d'abord, puisque vous êtes aussi, on l'a vu tout à l'heure, à la tête de la NDRH Rhonéen, vos adhérents et la CSRD, ça se passe comment? Ils vous en parlent? Je pense que ceux qui ont répondu sont un peu prétentieux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 24% des adhérents qui aient vraiment une connaissance ou un niveau élevé sur la CSRD. On serait en dessous? Oui, je pense qu'on est au-dessous. En fait, souvent, comme nos fonctions sont quand même très liées aux dispositifs législatifs et réglementaires et qu'il nous arrive quand même pas mal de choses et qu'il faut qu'on les intègre en fait, dans notre quotidien, la première réaction des adhérents, c'est plutôt en fait, un peu d'avoir peur. Parce qu'on se dit, on va être à nouveau en fait contraint. Encore quelque chose à gérer. Encore un truc en plus. Encore un truc, il va falloir que j'intègre en fait dans ma capacité de travail en fait au quotidien. Une nouvelle contrainte peut-être quand on connaît pas encore. C'est un peu les. Et après, il y avait la question effectivement de est-ce que je suis concerné, pas concerné. Il y a un certain nombre d'adhérents. Alors les grandes entreprises, elles tout de suite se sont dit, évidemment on est concerné. Elles se sont pas vraiment interrogées. Après les entreprises plutôt de la taille de celles d'Actid qui sont plutôt des ETI. Au début, elles ont plutôt regardé ça de loin en disant bon, on ne devrait pas être concerné, ça m'a l'air suffisamment complexe. Et puis après, en regardant dans un second temps, on disait finalement, c'est quand même plus contraignant que ce qu'on imaginait. Donc peut-être un peu de peur au départ. Et du coup, forcément, on est moins proactif, alors que vous comme Margot le disait, être pilote et pas seulement contributeur, ça peut quand même être important et intéressant pour les directions des ressources humaines. Ouais, alors moi j'irais même plus loin que ce qu'a dit Margot. Oui, chez Actid, ça se passe comment vous avez quand même pris la main. Ouais, moi j'ai pas fonctionné comme ça. C'est-à-dire que l'idée c'est pas d'être juste un contributeur ou un copilote sur le sujet. Même si effectivement la plupart des piliers sont liés en fait à l'environnemental. Moi je l'ai pris un petit peu différemment chez Actid. C'est-à-dire que quand la norme est sortie, j'ai regardé un petit peu de loin en disant bon, je suis pas concerné. Après, je me suis rendu compte qu'on était concerné. Donc, j'ai regardé en fait dans le détail. Alors, c'est sûr qu'il y a 80 critères, 1100 lignes. On se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Comment on va réussir à prendre ce truc-là? Et finalement, je l'ai pris à contre-pied en me disant mais finalement, ça peut aussi faire rayonner ce qu'on sait bien faire. Donc, en fait, moi, j'ai présenté ça en fait en conseil de surveillance, c'est-à-dire que c'est le DRH qui est venu en disant voilà en fait ce qui arrive. Moi, je veux pas que la DRH soit contributrice, comme on est d'habitude. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche souvent de reporting, c'est souvent la finance qui pilote. Chez moi, c'est l'amélioration continue, en général. Et on va être contributeur. Donc moi, j'ai dit non, on ne va pas fonctionner comme ça cette fois-ci. Le sujet me semble suffisamment ambitieux et sociétal pour que ça soit la DRH, en fait, qui, finalement, lance un peu l'initiative. Donc, enjeu de gouvernance auquel de gouvernance. Voilà. Deuxième enjeu, c'est l'organisation. Parce que, vous l'évoquiez, il y a vraiment une question de charge de travail. Encore une nouvelle contrainte qu'il va falloir gérer. C'est aussi ce que montre l'étude de Deloitte. On va le voir avec cette deuxième slide. Voilà, Margot, on a la moitié quasiment des entreprises qui estiment qu'elles n'ont pas les ressources nécessaires pour le faire. Oui, et ce qui est intéressant ici, qu'on ne voit pas sur le graphique, c'était que c'était toute taille d'entreprise confondue. Ah oui. C'est-à-dire que même les grandes entreprises, on n'avait pas 80% des 49% ici qui étaient seulement pour les plus petites entreprises. C'est vraiment toutes les entreprises. Pourquoi? Nous, le constat qu'on fait, c'est que finalement, c'est difficile de venir mesurer la charge de travail à l'instant T pour le premier reporting, mais aussi la récurrence que ça va demander.
puisque alors, on est habitué à faire peut-être des reportings historiques ou pas. Demain, c'est quelque chose qu'il va falloir ancrer, c'est des nouvelles pratiques, et c'est quelque chose qui va devenir récurrent. Et donc ça, on a encore un peu de mal à se projeter. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la majorité des entreprises. Donc il faut à la fois pouvoir quantifier en termes de ressources de personnel, en effectif, mais aussi il va falloir pouvoir quantifier en termes d'outils. Et là, se pose la question du SIRH. Et ça, c'est aussi un gros sujet dans les entreprises. Alors, celles qui sont présentes dans plusieurs pays, on n'en parle pas, c'est un vrai sujet, mais on se rend compte aussi, même sur un périmètre français, il y a parfois des sujets autour des outils et du coup, quelles ressources je vais devoir mettre en place pour avoir, in fine, mon reporting. Et on parlait de l'IA, il y a peut-être un lien à faire aussi ici, pour venir faciliter tout ce qui va être collecte de données. Et quand on parle de collecte de données, il y a de la donnée quantitative, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a toute une partie qualitative. 2/3 de la norme, en tout cas sur les enjeux sociaux, c'est du qualitatif. C'est quelle politique j'ai en place, quelles actions, quel plan d'action, quels objectifs. Donc voilà, comment je vais pouvoir libérer du temps à mes collaborateurs, peut-être via l'IA. Nous, c'est en tout cas une conviction qu'on porte chez Deloitte, pour se concentrer après sur les plans d'action à mettre en place. Sachant que vous l'avez dit d'un mot, mais quand on est présent dans plusieurs pays, on a aussi des notions qui sont pas auxquelles les réponses ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Un salaire décent en France, ça ne veut pas dire la même chose dans tous les pays. Donc en termes de méthodologie, il va déjà falloir que tout le monde parle la même langue. C'est encore un autre enjeu, effectivement, un enjeu de méthodologie, d'aligner d'avoir un langage commun. C'est-à-dire que, alors, on a des concepts que l'on connaît, mais qui ne sont effectivement pas les mêmes d'un pays à un autre, en fonction du contexte local, de la réglementation locale qu'il va falloir venir, et puis il va falloir venir consolider la donnée aussi, au niveau du groupe, parce qu'on est sur un reporting consolidé. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi d'un point de vue méthodologique, c'est qu'on est vraiment dans une idée de trajectoire. C'est que là où les normes comptables, finalement, elles reportent un peu sur le passé, là, la CSRD, c'est le futur. C'est-à-dire qu'on vous demande ce que vous faites à l'instant T, mais on va aussi vous demander ce que vous allez faire demain. Et pas demain dans un an, demain dans 5, 10 ans. Donc voilà, c'est s'aligner méthodologiquement sur ce que j'entends derrière chaque notion, des enjeux de rémunération, de salaire décent, de formation. On parlait beaucoup de formation aujourd'hui, et vous allez devoir reporter des choses sur de la formation. Et puis aussi, quelle trajectoire je donne de façon consolidée à tous ces enjeux RH. Vous êtes formé, accompagné pour faire tout ça Alors, on est en cours. Nous, en fait, on avait quand même une certaine maturité, on va dire, sur la question du reporting non financier, parce qu'on est donc dans le secteur environnemental. On conçoit et on monte des centres de tri de déchets industriels. Et l'un de nos actionnaires minoritaires nous accompagne sur la partie, on va dire, plutôt méthodo. D'essayer de comprendre, parce qu'il faut réfléchir. Alors, on a parlé de l'analyse de la double matérialité, mais il faut réfléchir aussi au modèle d'affaires. Donc, il y a vraiment pas mal en fait de données. Et nous, on est aussi sur 2 pays. Donc, il y a Italie et France. Italie et France, oui. Et il y a une consolidation, donc ce qui fait que on est tous concernés. Donc, nous, on a choisi en fait de se faire accompagner pour comprendre la méthodologie, mais aussi de se faire former. Ça nous semblait en fait essentiel de devoir se faire former pour comprendre, parce qu'il y a quand même des concepts qui sont ceux qu'on a cités tout à l'heure. Salaire décent, il faut quand même avoir une définition de ce que ça veut dire. Donc nous, on a décidé plutôt en fait de le faire comme ça, c'est-à-dire formation plus accompagnement. Après, la question des ressources, je trouve qu'elle est vraiment intéressante, parce qu'elle se pose dans n'importe quel type d'entreprise, parce que ça dépend en fait vraiment de la culture d'entreprise. Là, l'idée, c'est de voir en fait comment on peut quand même automatiser un certain nombre de sujets. Et nous, on va clairement en fait s'appuyer sur l'équipe qui aujourd'hui est une équipe en R&D d'ingénieurs qui déjà en fait font ressortir pas mal de données sur l'automatisation de nos lignes. Et donc, ils peuvent faire remonter pas mal de sujets. Parce que sur la partie environnementale, on est déjà très attentif. Je reviens à notre thématique de départ pour terminer cette table ronde. L'idée, c'était de faire de cette contrainte une opportunité. D'abord, ça permettra forcément aux entreprises de se positionner, d'avoir une photo, de se comparer, de se benchmarker par rapport à d'autres. Et du coup, potentiellement, de construire un discours positif autour de ça. Soit les entreprises, finalement, vont se rendre compte qu'en effet, il faut qu'elles progressent sur tel ou tel point, et ça va devenir un levier de communication, d'attractivité. On est en train de mettre en place telle ou telle action. Soit elles vont se rendre compte qu'en fait, elles ne sont pas si mal placées
Et là aussi, on peut raconter quelque chose de positif. Margot, Anthony, qui veut conclure avec ça ? Moi, je dirais simplement que le reporting, finalement, c'est la ligne de départ. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une obligation de transparence, mais une obligation de transparence sur dire ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Vous allez être obligé de dire si vous ne le faites pas. Et du coup, forcément, cette transparence, elle va pousser à l'action. Elle va vous demander de venir regarder ce que vous faites réellement dans votre entreprise. Et ça va aussi être une opportunité, finalement, de venir revaloriser ce que vous faites déjà, ou peut-être de re-questionner ce que vous ne faites pas suffisamment bien, entre guillemets. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour tout le monde. Et puis, la transparence, on parlait d'attractivité, de rétention et de fiabilisation des talents. C'est aussi un enjeu. Vous êtes transparent sur ce que vous faites. Alors, je ne dis pas que le collaborateur va aller regarder le rapport de durabilité, à moins qu'il soit très bien mis en forme et attractif, mais c'est des choses assez fastidieuses. Mais demain, vous allez pouvoir communiquer sur ça, puisque de toute façon, vous aurez fait l'exercice de l'existant, de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, et où je vais, et de quelle trajectoire je me donne. Donc vraiment, le reporting, c'est la ligne de départ pour tous. C'est une opportunité de venir revaloriser les politiques sociales de l'entreprise, se fixer de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs. Et puis, il y a un enjeu de compétitivité, parce que demain, votre concurrent, il va publier exactement le même indicateur que vous. Et si vous voulez être compétitif, il va peut-être falloir vous aligner ou essayer de faire mieux. Moi, juste peut-être pour partager comment j'ai fonctionné, parce qu'il y a... Donc, nous, on est une ETI, mais dans la culture, c'est PME. Hein. PME en Savoie, familiale, industrielle. Donc, quand j'ai abordé le sujet déjà avec mon président, la première chose, il me disait comment on peut faire pour ne pas répondre. Voilà, c'est la première chose. Hein. Non, mais en fait, alors, on se calme, on va être contraint, il n'y a pas de difficulté. Regarde, qu'est-ce qui te fait peur ? Donc, on commence par ça. Hein. Avec nos présidents et nos DG, là, je m'adresse au DRH, on travaille déjà les peurs. Donc, les peurs, ça peut être la transparence, le fait d'avoir beaucoup de contraintes, que ça prenne du temps. Enfin, il y a plein de thématiques. Et après, quand on lui donne en fait d'autres lunettes en disant mais regarde en fait ce qu'on fait, la transparence sur quoi ? Politique de rémunération, on est nickel. Donc en fait, c'est plutôt intéressant en fait de le mettre en avant. Ah ouais, t'as raison. Et en fait, c'est comme ça finalement qu'on embarque le président. Mais après, il y a la deuxième phase qui est notre sujet en fait d'aujourd'hui. C'est les managers. Et les responsables de service, c'est les managers intermédiaires. Parce que eux, ils voient à nouveau... Ils disent, mais on va être contributeur, donc on va encore nous demander des choses. Il va falloir faire remonter un certain nombre de données. Donc là, j'ai fonctionné un peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a un peu de marketing quand même qui a été fait sur justement ce que vient de dire Margot, sur comment en fait on peut s'en servir, et plutôt comme un outil en fait d'animation managériale demain. C'est-à-dire, on va être là. Alors nous, on s'est positionné du coup la DRH comme on va faire le gros boulot. Pour vous aider, pour vraiment tout mettre en place et que vous soyez finalement, vous les managers, que ça soit plutôt léger sur la mise en place. Par contre, on va vous aider sur l'acculturation. Et après, par contre, ce qu'on va vous demander, c'est de l'animer au quotidien, que ça soit présent avec les équipes et qu'on soit fier finalement de ce qu'on fait et où on a envie de s'améliorer. Alors, c'est plus simple aussi quand il y a une culture d'entreprise qui est plutôt tournée vers, on est sur l'excellence opérationnelle, l'industrie, population. Moi, j'ai 80% d'ingénieurs. C'est peut-être plus simple chez moi. Mais ça a permis en fait de trouver les leviers pour embarquer aussi les managers. Merci Margot, merci Anthony. Merci à tous les deux.